Intéresse ce matin à la situation humanitaire désastreuse en Haïti. Hier encore était publié ce chiffre. 40 000 personnes déplacées en 10 jours seulement dans la capitale Port-au-Prince. C'est la pire vague de déplacement depuis 2 ans. Face à l'ultra-violence, l'impunité des gangs accusés de meurtres, d'enlèvements, de violences sexuelles à large échelle, le principal cartel criminel profite de l'instabilité politique. La situation est telle qu'MSF a suspendu ses activités dans la capitale la semaine dernière. Et on va en parler ce matin avec Sarah Château. Bonjour, vous êtes responsable du programme Haïti chez Médecins Sans Frontières. Pourquoi avez-vous cessé vos activités pour l'instant à Port-au-Prince ? Bonjour. Oui, alors nous avons cessé nos activités suite à une succession d'incidents assez dramatiques pour nos équipes, d'une violence extrême. Donc c'est pas forcément lié à l'insécurité actuelle, parce que comme vous l'avez décrit, il y a eu une énorme vague de violence sur ces 10 derniers jours, mais c'est quelque chose de très récurrent depuis maintenant plusieurs années, malheureusement. Donc on a eu l'habitude, et c'est vraiment la logique de notre intervention, de pouvoir répondre à aux besoins des populations, encore plus pendant ces périodes de violence, car nous recevons dans ces moments-là plus de blessés, plus de victimes. Mais c'est vrai que là, récemment, on a été malheureusement, nos équipes ont été menacées de mort par Et des pas membres des forcément forces par de des l'ordre. gangs, pardon de vous interrompre, mais pas forcément par des gangs. La police aussi vous pose des problèmes. Là, c'était la police qui nous a posé des problèmes, en effet. C'est des forces de l'ordre, donc pas l'institution policière, mais vraiment des membres de ces forces de l'ordre, et des mouvements de ce qu'ils appellent des mouvements de vigilance, des mouvements d'autodéfense, qui se sont créés maintenant depuis avril 2023 et qui défendent leur quartier et qui commettent des opérations extrajudiciaires. Quelle est la situation sur place aujourd'hui ? Comment est-ce que vos équipes peuvent travailler dans le reste du pays ? Alors, dans le reste du pays, on a un projet qui est lui encore ouvert, hein. On a suspendu qu'à Port-au-Prince. On a une maternité dans le sud. Mais c'est vrai que nos opérations étaient principalement basées sur Port-au-Prince, où on a 5 hôpitaux cliniques qui sont fonctionnels là-bas. C'est compliqué, mais on est en dialogue constant avec tous les groupes armés, que ça soit les gangs, que ça soit les groupes d'autodéfense, que ça soit les forces de l'ordre. On essaye de se maintenir un espace humanitaire, de pouvoir circuler, parce que les besoins de la population sont énormes. Oui, parce que Euh, c'est extrêmement compliqué. Les gangs, ils contrôlent notamment les ports et les aéroports. Enfin, il faut négocier avec tout le monde à chaque fois pour acheminer de l'aide. c'est ça. Donc l'aide peut arriver par avion, par bateau, par la République dominicaine aussi. On essaye de faire des mouvements par la route via la République dominicaine. C'est des négociations avec l'ensemble des parties au conflit, l'ensemble de ces groupes armés. C'est très compliqué, ça prend du temps. On est régulièrement en rupture de médicaments, ce qui complique les opérations pour nos équipes, hein. Au mois de mars, on a dû passer une période où on avait très peu, voire plus d'anesthésiants, alors on prend en charge des victimes blessées par balle. Donc voilà, c'est très compliqué d'agir, mais on y arrive jusqu'à que nos équipes soient menacées, ce qui était une de nos limites aussi, c'est voilà, de ne pas mettre en jeu la sécurité de nos personnels là-bas. On a presque 1500 salariés présents sur Port-au-Prince. Un personnel qui se fait racketter, donc, notamment, hein, et Il intimider. y a des, il y a des tentatives de kidnapping régulièrement pour l'ensemble de la population. Médecins sans frontières auprès des gangs, notre personnel voilà, il y a des tentatives de kidnapping, mais notre personnel se fait libérer car ils savent, les gangs ont compris qu'on soigne tout le monde et qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à kidnapper nos médecins. Ils ont plus besoin de nos médecins au bloc que kidnapper. Donc on a la possibilité de pouvoir libérer rapidement nos hommes. Mais oui, c'est un risque dans les mouvements quotidiens pour cette population. Et on a bien compris que c'était l'anarchie et qu'il fallait négocier avec tout le monde pour tenter de venir en aide aux Haïtiens. Mais ils sont où, ces fameux casques bleus kényans, cette force de l'ONU qui a été déployée ces dernières semaines sur le terrain ? Vous les croisez ? Alors, c'est pas des casques bleus, c'est une force multinationale, donc ils ont un mandat un peu différent que ce que pourraient avoir les casques bleus, et surtout, ils ont des financements qui sont assez différents. Donc, on parle pour l'instant, un déploiement de 400 hommes, 426 exactement, qui sont dans une base. Donc oui, nous, on est en échange avec eux, on les contacte et on les rencontre. Par contre, on les croise très peu dans les rues de Port-au-Prince. Ils font quelques opérations, mais depuis le mois d'avril où ils sont déployés, ils ont dû sortir voilà, 3-4 fois. Ils n'ont pas les moyens
de pouvoir répondre à l'ampleur de l'insécurité de Port-au-Prince. Bon, je sais que vous ne faites pas de géopolitique, mais qu'est-ce qui peut faire changer les choses sur place concrètement? Il y a l'espoir d'une évolution de la situation ou c'est désespéré en Haïti aujourd'hui? Alors j'ai envie de dire, on va toujours garder un peu d'espoir, hein, ça fait partie, c'est ce qui nous fait avancer, c'est un peu notre moteur. Après, c'est vrai qu'on voit le pays vraiment s'enfoncer. À chaque pic de violence, à chaque fois qu'on prend la parole pour essayer d'expliquer, de raconter, de témoigner la situation, de nos collègues, de ces Haïtiens, de ce qu'ils vivent, on a du mal à décrire que cet épisode de violence est encore plus violent que les précédents. On se demande jusqu'où ça peut aller. Donc c'est compliqué de voir les portes de sortie. Après, c'est vrai qu'il y a des discussions autour d'élections, il y a des discussions autour possiblement de déploiement de casque bleu. Voilà, il y a plusieurs discussions en cours au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, donc on espère que ça aboutisse à quelque chose pour la population qui n'a plus accès à rien, quoi. Le système de santé est détruit, ça fait 3 ans que les écoles sont fermées très régulièrement, très peu d'années complètes d'éducation. Donc c'est toute une génération aussi qu'il va falloir rattraper après. M'intéresse ce matin à la situation humanitaire désastreuse en Haïti. Hier encore était publié ce chiffre. 40 000 personnes déplacées en 10 jours seulement dans la capitale Port-au-Prince. C'est la pire vague de déplacement depuis 2 ans. Face à l'ultra-violence, l'impunité des gangs accusés de meurtres, d'enlèvements, de violences sexuelles à large échelle, le principal cartel criminel profite de l'instabilité politique. La situation est telle qu'MSF a suspendu ses activités dans la capitale la semaine dernière. Et on va en parler ce matin avec Sarah Château. Bonjour, vous êtes responsable du programme Haïti chez Médecins Sans Frontières. Pourquoi avez-vous cessé vos activités pour l'instant à Port-au-Prince? Bonjour, oui, alors nous avons cessé nos activités suite à une succession d'incidents assez dramatiques pour nos équipes, d'une violence extrême. Donc c'est pas forcément lié à l'insécurité actuelle parce que comme vous l'avez décrit, il y a eu une énorme vague de violence sur ces 10 derniers jours, mais c'est quelque chose de très récurrent depuis maintenant, plusieurs années malheureusement. Donc on a eu l'habitude et c'est vraiment la logique de notre intervention de pouvoir répondre à aux besoins des populations, encore plus pendant ces périodes de violence, car nous recevons dans ces moments-là plus de blessés, plus de victimes. Mais c'est vrai que là, récemment, on a été malheureusement, nos équipes ont été menacées de mort par Et des pas membres des forcément forces par de des l'ordre. gangs, pardon de vous interrompre, mais pas forcément par des gangs. La police aussi vous pose des problèmes. Là, c'était la police qui nous a posé des problèmes, en effet. C'est des forces de l'ordre, donc pas l'institution policière, mais vraiment des membres de ces forces de l'ordre et des mouvements de ce qu'ils appellent des mouvements de vigilance, des mouvements d'autodéfense qui se sont créés maintenant depuis avril 2023 et qui défendent leur quartier et qui commettent des opérations extrajudiciaires. Quelle est la situation sur place aujourd'hui? Comment est-ce que vos équipes peuvent travailler dans le reste du pays? Alors, dans le reste du pays, on a un projet qui est lui encore ouvert, hein. On a suspendu qu'à Port-au-Prince. On a une maternité dans le sud. Mais c'est vrai que nos opérations étaient principalement basées sur Port-au-Prince, où on a 5 hôpitaux cliniques qui sont fonctionnels là-bas. C'est compliqué, mais on est en dialogue constant avec tous les groupes armés, que ça soit les gangs, que ça soit les groupes d'autodéfense, que ça soit les forces de l'ordre. On essaye de se maintenir un espace humanitaire, de pouvoir circuler, parce que les besoins de la population sont énormes. Oui, parce que Euh, c'est extrêmement compliqué. Les gangs, ils contrôlent notamment les ports et les aéroports. Enfin, il faut négocier avec tout le monde à chaque fois pour acheminer de l'aide. c'est ça. Donc l'aide peut arriver par avion, par bateau, par la République dominicaine aussi. On essaye de faire des mouvements par la route via la République dominicaine. C'est des négociations avec l'ensemble des parties au conflit, l'ensemble de ces groupes armés. C'est très compliqué, ça prend du temps. On est régulièrement en rupture de médicaments, ce qui complique les opérations pour nos équipes, hein. Au mois de mars, on a dû passer une période où on avait très peu, voire plus d'anesthésiants, alors on prend en charge des victimes blessées par balle. Donc voilà, c'est très compliqué d'agir, mais on y arrive jusqu'à que nos équipes soient menacées, ce qui était une de nos limites aussi, c'est voilà, de ne pas mettre en jeu la sécurité de nos personnels là-bas. On a presque 1500 salariés présents sur Port-au-Prince. Un personnel qui se fait racketter, donc, notamment, hein, et Il intimider. y a des, il y a des tentatives de kidnapping régulièrement pour l'ensemble de la population.
Médecins sans frontières auprès des gangs. Notre personnel voilà, il y a des tentatives de kidnapping, mais notre personnel se fait libérer car ils savent, les gangs ont compris qu'on soigne tout le monde et qu'il n'y a pas forcément d'intérêt à kidnapper nos médecins. Ils ont plus besoin de nos médecins au bloc que kidnapper. Donc on a la possibilité de pouvoir libérer rapidement nos hommes. Mais oui, c'est un risque dans les mouvements quotidiens pour cette population. Et on a bien compris que c'était l'anarchie et qu'il fallait négocier avec tout le monde pour tenter de venir en aide aux Haïtiens. Mais ils sont où, ces fameux casques bleus kényans, cette force de l'ONU qui a été déployée ces dernières semaines sur le terrain? Vous les croisez? Alors, c'est pas des casques bleus, c'est une force multinationale, donc ils ont un mandat un peu différent que ce que pourraient avoir les casques bleus, et surtout, ils ont des financements qui sont assez différents. Donc, on parle pour l'instant, un déploiement de 400 hommes, 426 exactement, qui sont dans une base. Donc oui, nous, on est en échange avec eux, on les contacte et on les rencontre. Par contre, on les croise très peu dans les rues de Port-au-Prince. Ils font quelques opérations, mais depuis le mois d'avril où ils sont déployés, ils ont dû sortir voilà, 3-4 fois. Ils n'ont pas les moyens de pouvoir répondre à l'ampleur de l'insécurité de Port-au-Prince. Bon, je sais que vous ne faites pas de géopolitique, mais qu'est-ce qui peut faire changer les choses sur place concrètement? Il y a l'espoir d'une évolution de la situation ou c'est désespéré en Haïti aujourd'hui? Alors j'ai envie de dire, on va toujours garder un peu d'espoir, hein. Ça fait partie, c'est ce qui nous fait avancer, c'est un peu notre moteur. Après, c'est vrai qu'on voit le pays vraiment s'enfoncer. À chaque pic de violence, à chaque fois qu'on prend la parole pour essayer d'expliquer, de raconter, de témoigner la situation de nos collègues, de ces Haïtiens, de ce qu'ils vivent, on a du mal à décrire que cet épisode de violence est encore plus violent que les précédents. On se demande jusqu'où ça peut aller. Donc c'est compliqué de voir les portes de sortie. Après, c'est vrai qu'il y a des discussions autour d'élections, il y a des discussions autour possiblement de déploiement de casque bleu. Voilà, il y a plusieurs discussions en cours au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc on espère que ça aboutisse à quelque chose pour la population qui n'a plus accès à rien, quoi. Le système de santé est détruit. Ça fait 3 ans que les écoles sont fermées très régulièrement, très peu d'années complètes d'éducation. Donc c'est toute une génération aussi qu'il va falloir rattraper après.